Bonjour, bonjour. Je vous laisse arriver pour ce live pas prévu. C'était pas du tout prévu que je vous fasse un live ce matin. C'est une idée qui m'est venue ce matin au réveil. Et du coup, je me suis dit, hop, allez, j'y vais. Même si c'est pas prévu, avant que l'idée ne parte, que je puisse venir vous en parler et vous aider à comprendre les choses. Donc, je vous laisse... j'attends un petit peu, quelques secondes pour voir s'il y a des personnes qui arrivent. Au cas où, on ne sait jamais, s'il y a des personnes qui sont dispo à cette heure-là. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, la vidéo restera ensuite en rediffusion, en replay sur la page et je la remettrai aussi sur Insta. Donc ceux qui arrivent, s'il y en a qui arrivent, faites-moi un petit coucou en arrivant, que je vérifie si tout fonctionne et que je vois aussi si les commentaires fonctionnent, parce que comme vous le savez, il y a pas mal de bugs en ce moment. Coucou Alexandra, super, ça marche. Alors dites-moi si vous m'entendez bien, surtout si vous me voyez bien et qu'on puisse démarrer pour ce live un petit peu spécial que j'avais envie de vous faire ce matin. Alors, excusez-moi, je vérifie juste sur l'écran d'à côté si c'est bon. Ça a l'air d'aller. Alors, donc j'attends encore quelques secondes. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Je vais vous parler ce matin de bilan comportemental, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est. Et j'ai eu l'idée saugrenue ce matin de comparer ça avec la dentition humaine et vous expliquer un petit peu les choses. Donc, vous savez que j'aime bien utiliser des métaphores, des comparaisons pour vous expliquer des choses plus sérieuses. Donc je vais vous expliquer ça. Qu'est-ce que c'est qu'un bilan comportemental, comment ça fonctionne et quel est le rapport avec le dentiste et la dentition humaine, on va voir ça. Donc si c'est la première fois que vous me rencontrez, mettez-le moi en commentaire. Si vous pensez qu'il y a des personnes autour de vous que ça peut intéresser, le sujet de ce matin sur le bilan comportemental pour un chat, n'hésitez pas à les taguer pour qu'ils puissent retrouver la vidéo et nous rejoindre, ou ensuite partager le replay une fois qu'on aura terminé, pour ceux qui ne seront pas en live avec nous. Coucou, bonjour Lynn. Hello Jenny. Ah, c'est cool, il y a du monde quand même le lundi matin. Je pensais pas que... Je pensais que j'allais être toute seule à parler à ma caméra, c'est cool. Alors, j'attends juste... dites-moi un petit peu, en attendant les autres, là, me dites comment vous allez ce matin. Si vous savez ce que c'est qu'un bilan comportemental pour chat, parce que souvent, vous voyez ça un peu partout sur les pages de tous les comportementalistes, où on vous dit, si vous avez un problème avec votre chat, prenez rendez-vous pour un bilan comportemental. Mais vous ne savez pas forcément ce que c'est. Donc, dites-moi un petit peu en commentaire si vous savez ce que c'est, si vous avez une idée, ou si vous avez déjà consulté un comportementaliste et que, du coup, vous savez ce que c'est. N'hésitez pas à mettre en attendant que les autres arrivent, s'il y en a d'autres. Vous savez ce que c'est. N'hésitez pas à mettre en attendant que les autres arrivent. Alors, en attendant vos commentaires, si jamais vous en mettez, je vais vous donner pas mal d'infos, mais j'ai eu vraiment envie de vous le présenter sous une forme un petit peu différente de ce que vous avez d'habitude. Je pense que ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude à ce que je vous propose les choses de façon totalement pas normale. Donc c'est ce que j'ai prévu de faire ce matin. Alors Alexandra, tu nous dis, c'est une étape essentielle pour faire le point sur une situation, comprendre les problématiques. Exactement, c'est exactement ça. Alors, pour vous faire comprendre un petit peu l'importance du bilan comportemental, pourquoi j'ai envie de vous faire ça ce matin? Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui hésitent à faire appel à un professionnel pour faire un bilan comportemental, déjà parce qu'ils ne savent pas forcément que le métier existe ou qu'ils ne savent pas en quoi ça consiste exactement et qui peuvent avoir des petites peurs, des petites résistances, des petites choses qui sont normales. Et souvent, quand vous allez contacter un professionnel en lui disant « Mon chat fait pipi sur le canapé, qu'est-ce que je fais? Mon chat est agressif, qu'est-ce que je fais ?» Notre réponse est toujours
je sais pas. J'ai besoin de voir votre chat et j'ai besoin de faire un bilan comportemental avec vous. Et certaines personnes s'arrêtent là et ne veulent pas faire le bilan comportemental, ne veulent pas prendre rendez-vous. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aujourd'hui vous présenter ça sous une forme différente. Et je vais vous prendre une comparaison que peut-être vous allez aimer ou pas, mais je pense qu'elle va être pas mal efficace. C'est la comparaison avec le mal de dents. Vous avez tous, je pense, au moins une fois dans votre vie, eu très mal aux dents. Et si vous n'avez pas de chance et que vous êtes comme moi et que vous avez des problèmes de dents depuis que vous êtes toute petite et que vous avez eu plein de mauvais souvenirs avec votre dentiste, à chaque fois qu'il y a un mal de dents qui revient, vous pouvez être un peu réticent à y aller. Donc partons du principe que vous avez mal aux dents, vous avez une dent qui se réveille et vous avez une douleur qui se réveille. Votre premier réflexe, souvent, moi la première, c'est ne pas courir chez le dentiste. Grosse erreur, parce que c'est ce qu'on devrait faire tout de suite. En réalité, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à prendre un Doliprane, prendre quelque chose pour soulager la douleur et on va se dire, ça va se passer, ça va passer tout seul. Ce qui peut parfois arriver, c'est-à-dire qu'on va prendre un médicament pour une douleur qui arrive, la douleur va s'estomper dans la journée, dans les jours qui viennent, mais la douleur va forcément revenir, peut-être le lendemain, peut-être 3 jours après, peut-être un mois après, mais elle va revenir. Et on va attendre vraiment d'avoir très très mal, que la douleur soit vraiment insupportable pour aller prendre rendez-vous chez notre dentiste. Qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver chez le dentiste? Pour que le dentiste puisse vous trouver une solution. Vous allez arriver chez le dentiste et vous allez lui dire « j'ai mal aux dents, j'ai mal aux dents, j'ai mal aux dents ». Il va vous dire « ok, bonjour madame ou bonjour monsieur ». La première chose qu'il va faire, c'est de vous demander d'ouvrir la bouche. Ça vous paraît logique quand je le dis comme ça. Rappelez-vous bien de tout ce que je vous donne là pour le dentiste parce qu'on va après le comparer en termes comportement chat et vous allez comprendre pourquoi je passe par là. Le dentiste va vous demander d'ouvrir la bouche pour regarder ce qui se passe dedans, pas devant. Parce qu'avant de pouvoir vous proposer des solutions et avant de vous dire vous avez mal aux dents parce que telle et telle chose, il va devoir observer ce qui se passe à l'intérieur de votre bouche. Et quand il va ouvrir la bouche, quand vous allez ouvrir la bouche en lui donnant l'autorisation de regarder dedans, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas aller directement à la dent que vous lui indiquez. Si vous lui dites j'ai mal en bas à gauche, quand vous allez ouvrir la bouche, il va observer la bouche dans sa globalité. Parce que votre dent fait partie d'une dentition générale. Votre dent est reliée à d'autres dents et le dentiste va avoir besoin d'observer la bouche en entier, d'aller voir un petit peu l'état général des dents, de voir les dents qui sont autour, les dents qui sont en haut, les dents qui sont en bas, avant d'aller voir ce qui se passe vraiment sur la dent que vous lui avez indiquée. Et ensuite, une fois qu'il a vu l'état général, il va aller sur cette dent, il va vous poser des questions pour savoir un petit peu le contexte de cette douleur, c'est-à-dire depuis combien de temps est-ce que vous avez mal aux dents, à quel moment est-ce que ça se manifeste, est-ce que vous avez déjà eu mal à cette dent auparavant. Il va vous poser certainement des questions s'il ne vous connaît pas en plus que c'est la première fois que vous allez chez ce dentiste-là. Il va éventuellement vous demander vos antécédents généraux par rapport à vos problèmes de dents depuis que vous êtes petit jusqu'à aujourd'hui. Il va avoir besoin d'informations du contexte avant de s'intéresser à votre dent principalement. Et une fois qu'il est sur votre dent, il va devoir un petit peu creuser plus et voir qu'est-ce qui se passe réellement, d'où vient le problème, quelle est la cause de la douleur chez cette personne. Est-ce que cette douleur vient d'une cause qui est visible? Par exemple, il va voir tout de suite que vous avez une dent cariée. Et donc, il va voir la carie, la tache noire tout de suite sur la dent. Donc, est-ce que le problème est flagrant et visible? Ou est-ce que, en regardant comme ça, il ne va rien voir du tout et que peut-être que le problème est interne? C'est-à-dire qu'il va peut-être devoir faire une radio pour voir ce qui se passe à l'intérieur de la dent. Peut-être que c'est un nerf qui est en dessous et qui fait mal à la dent. Il y a plein de causes qui ne sont pas visibles et qui vont être sous-jacentes, et que votre dentiste va devoir aller creuser. Ou est-ce que, troisième possibilité, c'est pas la dent elle-même qui a un problème, mais c'est peut-être les dents autour, ou c'est peut-être le système général qui a un dysfonctionnement particulier et qui affecte votre dent. Et il va aussi observer si c'est individuel à la dent, est-ce que cette dent-là n'a pas un impact sur les dents autour? Parce qu'en fonction, il ne va pas agir de la même façon pour vous guérir.
Une fois qu'il a trouvé, il va vous dire, ok, le problème vient de là. J'ai trouvé la cause, vous avez mal à cette dent-là parce que blablabla. Il va ensuite vous proposer des solutions de guérison. Et il va vous dire que pour guérir votre dent, si c'est une simple carie, je vais juste avoir besoin de faire ça et la consultation d'aujourd'hui suffit. Ou bien c'est quelque chose de plus profond, ou bien il y a les autres dents qui sont atteintes aussi et que vous ne voyez pas encore mais qui risquent d'avoir des conséquences sur le long terme, et peut-être qu'il va vous proposer plusieurs séances, voire même peut-être qu'il va vous proposer une opération dentaire carrément pour agir. Et après, c'est vous qui allez décider. Parce qu'encore une fois, il ne peut pas aller trifouiller dans votre bouche sans votre autorisation. C'est vous qui allez lui dire « Ok, on y va » ou « Non, je ne veux pas faire cette intervention-là ». Donc, il a besoin de vous, il a besoin de votre accord et il a encore une fois besoin que vous ouvriez la bouche pour qu'il puisse interagir. Si jamais c'est une opération importante qu'il doit faire, qu'est-ce qui va se passer? Il va certainement vous faire signer un papier, une convention d'opération. Donc, il va avoir besoin de votre avis. Mais au niveau de l'état de votre dent et de ce qui se passe, selon son diagnostic, peut-être qu'il va pouvoir guérir votre dent ou peut-être pas. Parce que peut-être que vous avez trop attendu et que là, il va vous dire « Je suis désolée, là, il n'y a plus rien à faire. Là, vous avez attendu trop longtemps, la dent, elle est toute pourrie de l'intérieur, tout est foutu. Je peux absolument plus rien faire. Je suis obligée d'arracher la dent. Ou je suis obligée d'arracher la dent et de faire un implant. Ou je suis obligée de modifier des choses parce que c'est trop grave et que vous avez trop attendu. Ou parce que, attention, là maintenant, c'est plus le fait d'avoir attendu, c'est plus juste la dent elle-même qui a un problème, c'est toutes les dents autour peut-être sur lesquelles il va falloir travailler aussi. Ce qui veut dire qu'au final, ça va peut-être vous demander plus de séances, ça va vous demander peut-être plus d'argent à dépenser. Et que soit vous allez être d'accord, soit pas d'accord, mais vous allez toujours avoir votre douleur qui va continuer à augmenter, qui va continuer à vous déranger, tant que vous ne décidez pas de faire confiance à votre dentiste et de faire ce qu'il a à faire sur votre dent. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre aussi que votre dentiste, si c'est un bon dentiste, comme la mienne, si jamais elle me regarde, je lui dis merci parce que c'est des séances avec elle qui m'ont donné cette idée ce matin, le dentiste va aussi s'adapter à vous. Première chose, c'est-à-dire que si jamais il vous dit « la dent elle est toute pourrie, c'est horrible, il faut l'arracher », pour obtenir votre accord, il faut qu'il soit un minimum diplomate et qu'il vous présente les choses de la bonne façon, qu'il soit pédagogue avec vous, qu'il vous explique pourquoi est-ce que votre dent en est arrivée là, comment est-ce qu'on va pouvoir éventuellement travailler dessus, ce qui est nécessaire. Il va devoir vraiment s'adapter à vous. Et si par exemple vous devez faire une opération dentaire et que vous avez peur parce que vous ne savez pas comment ça va se passer et que vous ne voulez pas vous faire opérer, etc., etc., le bon dentiste va prendre du temps pour vous accompagner, pour vous expliquer, pour vous rassurer par rapport à ce qui va se mettre en place. Et ensuite, quand il va travailler sur votre dent, une fois que vous lui avez donné votre accord, le dentiste, tous les dentistes ont des protocoles pour guérir tel et tel problème sur une dent. Okay, il y a une carie, on va faire tel processus. Il y a autre chose, on va faire tel processus. Donc, ils ont une recette complète par rapport à la problématique. Simplement, en fonction de votre dent qui est unique, dans votre bouche qui est unique, il va devoir adapter son protocole. Il va peut-être devoir choisir des outils plus fins ou plus gros par rapport à votre dent. Il va devoir aussi s'adapter à votre douleur, s'adapter à votre sensibilité parce qu'on n'a pas la même. Donc par exemple au niveau de l'anesthésie, il ne va pas mettre la même quantité selon les réactions que vous pouvez avoir, etc., etc. Donc il y a toujours un contexte général et ensuite un contexte individuel avec une adaptation. Donc ça, cette réalité que je vous décris, vous l'avez toute connue au moins une fois avec une douleur de dent que vous avez laissé traîner et vous êtes allé et soit c'était trop tard, soit ça vous a fait encore plus mal, soit vous avez dépensé encore plus de sous. Et selon la relation, bien sûr, de confiance ou pas que vous avez avec votre dentiste, ça s'est ajusté ou pas. Donc maintenant, en gardant bien cette idée du dentiste, on va prendre ça comme métaphore par rapport au bilan comportemental. On va imaginer que votre bouche, c'est votre foyer. Okay ?
et que les dents, ce sont tous les membres de votre foyer et toute la structure générale de votre foyer. Votre chat, quand vous l'avez adopté, fait partie de ce foyer. Votre chat, c'est devenu une des dents à l'intérieur de la bouche. Et donc, votre bouche est unique, même si toutes les bouches ont des points communs, même si toutes les dents ont un fonctionnement commun, on a tous des différences à l'intérieur. Donc dans votre foyer, c'est pareil. Votre foyer est unique et votre chat est unique et les relations qu'il y a entre les différents membres du foyer est unique. Donc il ne peut pas y avoir de solution globale, générale, parce que votre bouche est unique et qu'on a besoin d'aller observer votre bouche à vous, qui est différente de celle du voisin, même si c'est une bouche quand même. Parce que votre histoire aussi est différente. Donc on va imaginer que la dent qui vous fait mal, c'est le problème de comportement de votre chat. Mon chat a un problème de comportement, ça me fait mal. Ça fait mal dans le foyer. Pourquoi? Parce que ça embête tout le monde. Un chat qui fait pipi sur le canapé, c'est un problème pour le foyer complet. Parce que ça pue, parce qu'il faut nettoyer, parce que ça va pas, parce qu'on se demande pourquoi, parce qu'on teste plein de trucs et ça fonctionne pas. Donc cette douleur, c'est la douleur de votre chat en réalité. C'est important de vous souvenir que un problème de comportement ou un comportement de votre chat qui change, c'est un indicateur d'une douleur ou d'un inconfort. Donc la première chose à faire, c'est d'emmener le chat chez le véto pour vérifier que ça ne soit pas juste physiologique. Maintenant, si ce n'est pas physiologique, on revient à notre bilan comportemental. Votre chat va exprimer un inconfort. Cet inconfort qu'il ressent peut venir, comme la dent pour laquelle vous avez mal. Ça peut venir uniquement de la dent elle-même, donc du chat lui-même, qui vit quelque chose qui ne va pas. Comme ça peut être quelque chose de sous-jacent, j'ai du mal avec ce mot, qui n'avait pas été vu avant et qui se déclenche maintenant. Comme ça peut être l'environnement, le milieu dans lequel il évolue, qui a un impact sur le chat. Et donc c'est tout ça qu'il va falloir observer quand il y a une difficulté. Donc c'est pour ça que de la même façon que quand vous appelez votre dentiste en lui disant « j'ai mal aux dents, qu'est-ce que je fais ?» Il vous dit « j'en sais rien, j'ai besoin de voir vos dents ». De la même façon, quand vous appelez un comportementaliste et que vous lui dites « mon chat fait pipi sur le canapé, qu'est-ce que je fais ?» On ne peut pas, on a besoin de voir votre chat. Et on a besoin d'évaluer les choses de façon générale. Donc le bilan sert à ça. Parce que de la même façon que quand vous avez mal aux dents et que vous dites « je vais prendre un Doliprane et ça va passer », c'est exactement la même chose que vous faites quand vous vous retrouvez face à un problème de comportement avec votre chat et que vous allez acheter des prises de phéromones, que vous allez acheter des compléments alimentaires, je ne vais pas donner de marque mais vous savez de quoi je parle, que vous allez chercher des médicaments, que vous allez chercher des potions miracles à droite à gauche, que vous allez chercher sur internet des solutions à votre problème, que vous allez en magasin et que vous voyez que tel produit miracle va enlever les odeurs de pipi, que vous utilisiez des répulsifs. Quand vous faites tout ça, vous faites exactement la même chose que quand vous prenez un Doliprane en vous disant « je prends ça et ça va passer tout seul ». Oui, ça peut agir, mais temporairement. Parce que ce qui a provoqué la douleur est toujours là quelque part. Si ce qui a provoqué la douleur à la dent, c'est un nerf qui est à l'intérieur, ça va revenir. Si c'est quelque chose qui est pourri à l'intérieur, ça va revenir. Et c'est pareil pour votre chat. Tout ce que vous allez aller chercher comme Doliprane pour venir cacher un petit peu la douleur que ressent votre chat ne va être que temporaire, mais ça ne règle pas le problème. Ce qui veut dire que pendant ce temps-là, votre chat, lui, votre dent dans la bouche, là, votre chat continue à avoir mal. Que ce qui a déclenché le problème continue à grandir à l'intérieur de votre chat. Comme la carie qu'on ne voit pas et qui est à l'intérieur de la dent continue à grandir jusqu'à ce qu'elle finisse par pourrir complètement votre dent. C'est la même chose qui se passe à l'intérieur de votre chat. Plus vous attendez et plus vous vous dites « je vais tester 50 000 trucs, j'attends et je laisse passer », plus à l'intérieur, la douleur grandit, l'inconfort grandit, le mal-être grandit et nécessairement, le problème que vous rencontrez s'aggrave.
Et là où vous aviez peut-être un pipi sur le canapé par mois et que vous disiez « Oh, c'est pas grave, c'est ponctuel, ça va passer », vous allez vous retrouver à avoir un pipi par semaine, puis un pipi par jour, voire plusieurs pipis par jour. Parce que c'est de plus en plus inconfortable pour votre chat à l'intérieur, c'est de plus en plus douloureux, il en peut plus et il veut vraiment avoir de l'aide à ce niveau-là. Donc le bilan comportemental, il sert à ça. Comme le dentiste va venir ouvrir la bouche, je suis désolée, il y a un... Je ne sais pas si ça s'entend dans la vidéo, mais il y a un voisin qui s'est mis à faire de la perceuse. J'espère que ça ne va pas vous gêner. Donc comme le dentiste va venir observer la bouche, comprendre ce qui se passe, nous on a besoin de comprendre ce qui arrive à votre chat dans son contexte de vie. Donc ça veut dire qu'on va venir à domicile, ou si on ne peut pas, qu'on va vous demander, pour les consultations en visio, d'envoyer des vidéos, des photos de votre logement. Parce que la première chose qu'on doit observer dans un bilan comportemental, c'est l'environnement dans lequel le chat évolue. Comme le dentiste observe l'état général de la bouche avant de s'intéresser à votre chat en particulier. Donc c'est d'abord ça qu'on doit regarder, c'est l'environnement dans lequel le chat évolue, le milieu. Dans quel état est le milieu? L'état général de santé du milieu. Et c'est d'autant plus important pour un chat de s'intéresser à ce milieu-là et à cet environnement que la base du bien-être du chat, c'est son environnement. C'est-à-dire que ce qui lui apporte stabilité, sécurité, bien-être, c'est son domaine vital. C'est pas vous. Vous passez en second plan. Ce qui permet à un chat d'être bien dans ses pattes, c'est son territoire, c'est-à-dire son domaine vital, le lieu où il vit. Est-ce que ce lieu répond à tous ses besoins éthologiques fondamentaux de base? Donc on va d'abord observer ça. Donc un bilan comportemental où vous donnez des réponses sans savoir dans quel milieu il évolue est impossible. Et d'un foyer à un autre, le milieu est différent. L'appartement ou la maison est différente. La façon dont vous avez organisé les ressources du chat, la litière, la gamelle, etc. est différente. La façon dont vous gérez tout ce milieu-là est différent chez vous du voisin. Donc même si le voisin a un même type de problème, on ne va pas agir de la même façon. Parce qu'on doit observer votre environnement. Donc, quand vous voulez un bilan comportemental, mais que vous refusez que le comportementaliste vienne à domicile, ou que vous refusiez de lui envoyer des vidéos et des photos pour la consultation en visioconférence, c'est la même chose que si vous allez chez votre dentiste et que vous refusez d'ouvrir la bouche. Docteur, j'ai mal aux dents, faites quelque chose pour moi. Oui, madame, ouvrez la bouche. Non, je ne veux pas. Il ne peut rien faire. Donc, on a besoin de venir chez vous ou de voir au moins comment c'est chez vous avant de pouvoir vous proposer quoi que ce soit. Et c'est encore plus important, rappelez-vous, vous êtes tous dans votre foyer interconnectés, comme toutes les dents sont reliées les unes aux autres et font partie d'un système. Ce qui veut dire que faire un bilan comportemental dans un cabinet, c'est-à-dire vous prendriez le chat et vous l'amenez dans un cabinet chez un comportementaliste qui ne fait pas de visite à domicile, ça reviendrait au même que vous arracher la dent, la sortir de votre bouche et la donner à votre dentiste en disant « Tenez, auscultez-la ». Ça n'a pas de sens. Il a besoin d'ausculter votre dent à l'intérieur de votre bouche complète. On a besoin d'observer le comportement du chat dans son milieu normal. En cabinet, on ne verra pas les réalités parce qu'on ne voit pas l'environnement et on ne voit pas le chat évoluer dans son environnement. Donc une fois qu'on est chez vous ou qu'on vous a demandé des vidéos, on va observer comment est-ce que le chat évolue dans cet environnement. On va aussi, dans l'environnement, regarder un petit peu quelles sont les interactions avec les autres membres de la famille. Comment est-ce que le chat se comporte avec les autres animaux s'il y en a? Comment est-ce qu'il se comporte avec vous? Dans quelle situation est-ce que le comportement survient? Et on va devoir vous poser plein de questions sur les conditions de vie de façon générale, comme si votre dentiste vous posait des questions sur l'hygiène de votre bouche, sur vos habitudes de vie, sur comment est-ce que ça fonctionne dans cette situation. Comment vous vivez? Quelles sont vos heures de présence-absence? Quels sont vos modes de vie? Quels sont vos rituels avec le chat?
comme le dentiste va vous dire combien de fois vous vous lavez les dents par jour, quel type de brosse est-ce que vous utilisez, quel dentifrice est-ce que vous utilisez, etc. On va devoir vous poser toutes ces questions-là qui sont incluses dans l'environnement. Et on va devoir observer si cet environnement, c'est-à-dire à la fois le lieu en lui-même, l'organisation du lieu et vos habitudes de vie avec le chat et avec les autres animaux, s'il y en a, correspondent aux besoins éthologiques du chat pour lui permettre d'être bien dans ce milieu-là. Parce qu'encore une fois, n'oubliez pas que le chat, quand on le fait vivre avec nous, on le met dans un environnement qui n'est pas le sien. On lui demande de vivre dans un monde d'humains, avec des règles d'humains, et selon comment on adapte les choses, ça peut lui convenir ou pas lui convenir. Donc on doit aussi certainement modifier des choses autour, soit dans l'environnement, soit dans les habitudes que vous avez avec lui, pour qu'il puisse de nouveau se sentir à l'aise dans ce milieu-là. Comme au niveau de la bouche, le dentiste va peut-être devoir aussi agir sur les deux dents d'à côté qui entourent la dent qui a un problème pour que la dent puisse aller mieux. C'est toujours dans un contexte, c'est toujours dans un ensemble. C'est jamais quelque chose de généraliste et c'est jamais quelque chose d'isolé. Votre chat fait partie de votre foyer, il fait partie d'un groupe et dans le bilan comportemental, on va prendre tout ça en compte. Tout ce qui constitue la vie de ce groupe et tout ce qui va agir et tout ce qui a un impact sur lui et tous les impacts aussi que le chat va avoir sur ce milieu. C'est tous ces éléments-là qu'on va devoir analyser dans le détail. Donc on a besoin de passer du temps avec vous pour faire tout ça. On a besoin de visiter l'appartement, on a besoin d'observer le comportement du chat, on a besoin de vous poser plein de questions. Et ceux qui ont déjà fait des bilans avec moi, vous savez que c'est encore plus long avec moi, parce que je prends aussi beaucoup de temps pour vous, les humains. Parce que, encore une fois, le chat fait partie d'un tout, comme la dent fait partie de la bouche, et que j'ai besoin de savoir dans quel état vous êtes pour savoir ce que je peux vous proposer. Parce que si vous êtes en colère contre votre chat, ou si vous êtes triste, ou si vous êtes démuni, ou si vous êtes paniqué, je ne vais pas vous proposer, je ne vais pas vous expliquer les choses de la même façon. Comme votre dentiste va devoir prendre peut-être des pincettes ou vous expliquer les choses plus ou moins pour avoir votre adhésion, moi j'ai besoin de vous. Le professionnel a besoin de vous pour réussir à régler le problème. Comme le dentiste a besoin que vous ouvriez la bouche, moi j'ai besoin que vous me parliez. J'ai besoin que vous osiez me dire un petit peu ce qui se passe au quotidien dans cette maison. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pour savoir comment vous aider au mieux. Sachant aussi que les émotions de l'humain, vous le savez beaucoup puisque je suis spécialisée là-dedans, que toutes ces difficultés, toutes ces fluctuations, parce que c'est le thème du mois d'octobre, qu'on ressent, peuvent aussi avoir un impact sur le chat, évidemment. Et qu'on doit forcément prendre tout ce tout-là pour pouvoir agir dessus. Donc on a besoin de tout ça. Donc on ne peut pas en une question, mon chat a tel problème, qu'est-ce que je fais? On ne peut pas vous répondre. Si on le fait, ça ne serait pas du tout professionnel et ça serait même dangereux parce qu'on vous proposerait un truc général. C'est comme si le dentiste vous disait « Ah ben allez-y, prenez un couteau et puis allez trifouiller et enlevez. » Non, c'est dangereux. Donc on ne peut pas vous donner des conseils pour une problématique individuelle. On a besoin de faire un bilan comportemental complet qui va prendre en charge tout ça. Donc je répète, on va évaluer l'environnement, c'est-à-dire le domaine vital, comment sont organisées les ressources du chat, est-ce que le lieu dans lequel il vit répond à ses besoins, est-ce que la façon dont vous avez aménagé les choses pour lui correspond dans son individualité, est-ce que vous répondez à tous ses besoins éthologiques généraux, donc sa santé, tous les besoins vitaux au niveau des ressources, ses besoins concrets de chat en tant qu'espèce chat, et ensuite ses besoins individuels en tant que
lui, le chat que vous avez à la maison et qui vit avec vous. On va évaluer, voir les interactions que le chat a avec les autres animaux et avec les humains de la maison pour voir comment ça interagit et d'où vient réellement la problématique qu'on rencontre. Est-ce que le stress, qui est encore une fois la cause des pipis, si on reste sur l'exemple des pipis, ce stress-là, d'où il vient? Est-ce que c'est un stress unique au chat? Est-ce que c'est un stress collectif de la maison dans son ensemble? Est-ce que c'est un individu qui vit du stress et qui le transmet au chat? Quelles sont les conditions, les facteurs, les changements? Qu'est-ce qui se passe? Et avec cette évaluation, on va voir, ok, qu'est-ce qui a déclenché ce problème de comportement? Qu'est-ce qui maintient ce comportement aujourd'hui? Et qu'est-ce qui empêche sa résolution? Et là, on va pouvoir vous dire, bon ben voilà ce qu'il y a à faire, c'est bon, j'ai compris d'où ça vient, voilà pourquoi le chat a tel et tel comportement, et voilà ce que je vous propose pour la guérison émotionnelle et comportementale de votre chat. Et après, nous, on vous donne les outils et on vous accompagne par rapport à ça, parce que c'est vous qui allez agir après au quotidien, contrairement au dentiste où lui, c'est lui qui va travailler. Là, c'est vraiment nous, après, une fois que le bilan comportemental est fait, on vous donne tous les outils et c'est vous au quotidien qui allez faire. Donc, selon les professionnels, ce bilan comportemental n'a pas forcément la même durée. Moi, je passe au moins 2h30 à 3h avec vous parce que j'aime vraiment prendre du temps, connaître bien l'histoire du chat, bien vous connaître, bien vous expliquer les choses. J'aime beaucoup enseigner pendant ces bilans-là pour que vous compreniez vraiment dans toutes vos cellules, comme je vous dis, le pourquoi du comment et vers quoi on va aller. Et ensuite, moi, ce que je fais, après tout le monde ne le fait pas, je vous dis ma façon de fonctionner. Une fois que le bilan comportemental est fait, je vous donne les outils, on met en place un plan de travail en disant voilà comment on va travailler et je vous accompagne pendant 1 mois pour répondre à toutes vos questions et dans la mise en place de ce que vous allez faire pour votre chat, je vous accompagne et je réponds à toutes ces questions-là. Et ensuite, à la fin du mois, on fait un bilan ensemble pour voir comment ça a évolué à partir des conseils que je vous ai donnés. Comment ça se passe? Est-ce que le chat va mieux? Est-ce que ça se résout? Est-ce que vous allez mieux? Comment est-ce que vous vivez mieux la situation? Comment est-ce que ça s'est mieux réajusté? Du coup, comment est-ce que le foyer en entier fonctionne depuis la mise en place de telle et telle chose? Et voir, est-ce que c'est fini? Comme je dis, on sort le champagne et c'est la fête. Est-ce qu'il y a encore des petites choses à faire? Est-ce que vous avez encore besoin du professionnel ou est-ce que vous continuez sur votre lancée? Donc moi, je fonctionne comme ça. Certains professionnels vont faire uniquement le bilan comportemental, vous donner les conseils sans suivi. D'autres vont faire le suivi, mais pas le bilan obligatoirement. Voilà, on fonctionne tous différemment, mais le point commun entre tous les professionnels du chat, c'est qu'on va faire ce bilan comportemental. Et que sans ce bilan comportemental, on ne peut pas vous conseiller correctement pour votre chat. Donc, je vous ai dit ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas si la comparaison avec le dentiste vous a parlé ou pas. Dites-le moi un petit peu en commentaire. Et mettez-moi dans les commentaires si vous avez des questions. Je vais prendre 5 minutes pour y répondre par rapport à ce bilan sur, je ne sais pas comment ça se passe ou si vous avez d'autres questions éventuellement. Alors, j'ai vu qu'il y avait des commentaires. Je vais remonter un petit peu. Alors, on a des commentaires qui servent à rien. C'est pas vous, c'est les commentaires des pubs divers et variés, donc je les supprimerai après. Alors, j'ai Hammer qui me demande si j'ai un chat. Oui. Oui, j'ai un chat qui s'appelle Micha et que vous voyez très régulièrement sur la page ou en story ou ailleurs. D'ailleurs, en parlant de ça, les comportementalistes, on a bien sûr souvent nos propres chats. Et c'est pas parce qu'on est professionnel, c'est pas parce qu'on est spécialiste du chat que on a des chats parfaits. On peut nous aussi en tant que professionnels rencontrer des difficultés avec nos chats parce qu'il y a plein de situations qui peuvent avoir un impact sur les chats et on est comme vous, on est des êtres humains comme vous, on a une vie comme vous et on peut nous aussi soit provoquer des problèmes chez notre chat, soit se
soit rencontré des difficultés avec lui et devoir réajuster. Et ça, c'est important, je pense aussi, de faire passer le message. Si y a d'autres professionnels qui m'écoutent, je pense qu'ils seront d'accord là-dessus. C'est que quand on se retrouve en tant que professionnel avec une difficulté avec son propre chat, je parle des difficultés comportementales, hein. Médicales, c'est vétérinaire et on ne se pose pas 50 000 questions, on va chez le véto, point. Là, je parle vraiment du problème comportemental du chat. On va, bien sûr, on a les clés. Donc, on va pouvoir mieux se débrouiller que quelqu'un qui n'est pas professionnel. Mais, même si on est pro, c'est important quand on se retrouve face à une problématique et que malgré nos clés, on n'y arrive pas, de se tourner vers un autre comportementaliste, un autre collègue. Et c'est là où c'est important de ne pas voir les autres collègues comme des concurrents, mais vraiment comme des alliés, parce qu'on peut avoir besoin les uns des autres. Ça peut être important d'aller chercher un collègue et de lui dire j'ai tel problème avec mon chat, est-ce que tu peux venir voir, s'il te plaît, ce qui se passe chez moi? Parce qu'avec le regard extérieur, il va pouvoir voir des choses que nous, on ne voit plus de l'intérieur. Et moi, je vais avoir mes clés basiques de dire ah, mon chat, il a tel problème, donc je vais faire ça et ça. Mais je ne vais pas forcément voir ce qui vient de moi, ce qui vient de l'environnement que j'ai changé sans le vouloir, parce que quand on est dedans, on ne voit pas. Et on a besoin d'avoir ce regard extérieur, qu'on soit professionnel ou pas. Voilà, c'était un petit truc en plus que je voulais dire. Alors, dis donc, des commentaires qui servent à rien, des pubs et des machins, il y en a un. Je suis désolée, je suis toute seule à gérer, donc j'ai personne qui dégage tout ça pour moi. Alors, j'ai une question de Lynn. Comment faire quand on est famille d'accueil et qu'on ne connaît pas l'histoire du chat? Alors, Lynn, est-ce que vous pouvez me préciser comment faire quoi? Comment faire quoi? C'est-à-dire si le chat en famille d'accueil a un problème de comportement, c'est ça? Comment on fait? Eh ben, on appelle un comportementaliste qui va venir. L'histoire du chat est importante quand on la connaît, c'est mieux. Mais quand on la connaît pas, ce qui est quand même le cas des 3/4 des chats qu'on peut avoir nous en consultation parce que soit ils ont été adoptés effectivement en refuge ou en association et qu'on n'a pas l'histoire. Si on n'a pas l'histoire, ben on fait sans. Mais le professionnel va avoir un regard sur l'animal qui va être bien différent parce qu'on va pouvoir avoir des informations selon la façon dont il va se comporter, selon certaines de ses réactions. On va pouvoir comprendre déjà s'il a été bien sevré ou mal sevré ou pas assez sevré. S'il y a des chances qu'il ait été, par exemple, battu, s'il a des phobies particulières, on va, en tant que professionnel avec les outils qu'on a et l'observation du chat, avoir des informations là-dessus et pouvoir mieux accompagner derrière. Donc l'histoire est importante, mais elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que plus on peut avoir de détails sur le passé du chat, plus ça va nous aider. Si on n'en a pas, on fait avec ce qu'on a sous les yeux et on s'adapte à l'animal qu'on a en face de nous. Alors, Lynn, vous m'avez précisé, bien l'accueillir au départ. De la même façon qu'on accueille un chat dont on connaît l'histoire. On va suivre un même procédé. Si vous êtes dans une association, j'imagine et j'espère que vous êtes suivi par les chefs de cette association. Et les associations, les gérants de l'association sont là pour ça, pour vous donner les conseils. Donc s'ils ne le font pas, il faut leur demander qu'ils se forment en comportement ou qu'ils travaillent avec un comportementaliste qui va leur donner les outils. Si vous voulez voir, Lynn, comment bien accueillir un chat au départ, quel que soit le chat, qu'on connaisse son histoire ou qu'on ne connaisse pas son histoire, je vous ai créé un guide qui est en vente libre sur mon site internet, qui est le guide de départ de l'adoptant, pour savoir justement comment bien l'accueillir à la maison, comment l'intégrer, comment faire les choses au mieux pour qu'il prenne ses marques tout de suite. Vous avez ce guide-là, le guide de l'adoptant qui coûte 8 € et qui est disponible sur mon site internet. Donc vous pouvez l'avoir et comme ça vous aurez toutes les infos générales. Par contre après c'est toujours adapté au cas par cas. Et normalement, en famille d'accueil, je répète, les assos sont là pour vous guider. Si elles ne le sont pas, il faut leur suggérer soit de se former, soit de se faire accompagner au sein de l'association par un professionnel qui lui est formé. Alors, je regarde encore 2-3 infos.
Il y a Eugénie qui dit oui, oui, guide très, très utile et complet. Oui, j'ai mis le maximum que je pouvais mettre. Alors, Eugénie, très intéressant. En effet, les gens pensent que les solutions proposées à un chat sont transposables à celui du voisin. Ouais. Et, pardon, j'ai du mal à lire le message. Et j'avais vu... Ah, ça défile. J'ai perdu Eugénie. Et j'avais vu des pros dire, c'est mal d'aller chez les clients, c'est inutile et dangereux, avoir une assurance, etc. J'ai été choquée par sa virulence et son veto à aller voir sur place. Ok, oui. Alors, il y a des comportementalistes, en effet, qui vont tout faire en visio. Le mieux, c'est d'être à domicile et de voir le lieu. Alors, il est vrai que certains chats, quand vous allez avoir la présence d'un inconnu à la maison, vont aller se cacher. Mais à la limite, c'est pas très grave parce que c'est plus avec l'humain qu'on travaille qu'avec le chat lui-même, parce que c'est vous qui allez répondre à nos questions. Et c'est pour ça qu'on vous demande régulièrement d'avoir des vidéos ou ce genre de choses. Mais c'est mieux d'aller à domicile. Si on ne peut pas, on va faire les choses en vision. Mais c'est vraiment en dernier recours, si on ne peut pas aller à domicile parce que c'est pas le secteur de déplacement ou parce que pour X raisons pour lesquelles on ne peut pas. Alors, je suis désolée si je rate des commentaires, hein. Je les reprendrai après par écrit si besoin. De rien, Lynn, avec plaisir. Bon, j'ai perdu vos commentaires, j'en avais vu un, j'avais vu une question, mais je la trouve plus. Ah, ça y est, j'ai retrouvé. C'était une question de Nadia Ramdi qui disait « Mon chat était très sociable et depuis une visite chez le vétérinaire, il a peur des humains sauf nous, ses propriétaires. Dès que ça sonne à l'appartement, elle se cache et impossible de la faire sortir. C'est déroutant car elle n'était pas comme ça, elle a déjà 3 ans. » Ok. Donc là, Nadia, ça veut dire que votre chat a vécu un traumatisme. Et que suite à un traumatisme, il va falloir l'aider. Et effectivement, c'est un comportementaliste qui peut vous aider là-dessus, à venir évaluer le degré de traumatisme qu'il a vécu, parce que autant des chats traumatisés chez le véto, on en a beaucoup, mais si ce trauma continue vraiment à la maison avec tous les individus qu'il peut croiser, c'est qu'il y a autre chose derrière et qu'il faut vraiment faire un bilan complet, aller creuser et voir comment est-ce qu'on peut aider votre chat à se sentir mieux. Alors, Anne-Laure, très intéressant, même si la comparaison m'a fait grincer des dents. Trouille du dentiste, mais très instructif. Oui, j'ai fait exprès de prendre cette comparaison avec le dentiste parce qu'on n'aime pas aller chez le dentiste, que ça peut faire peur d'aller chez le dentiste. Et que oui, pour certaines personnes, aller voir un comportementaliste, ça peut faire le même effet parce qu'on a peur. On a peur de ce qui va se passer, on peut avoir peur d'être jugé, on peut avoir peur des changements qu'il va falloir mettre en place derrière, on peut avoir peur du diagnostic, parce que, enfin, diagnostic c'est pas un mot adapté au comportementalisme, mais je le mets avec des gros guillemets, de l'évaluation de la situation. On peut avoir peur, par exemple, de s'entendre dire qu'il n'y a pas de solution et qu'on doit replacer le chat. Donc il y a toutes ces peurs-là, ces réticences-là. Il y a aussi la peur de l'inconnu. Donc j'ai fait exprès de prendre un truc un petit peu pas très agréable pour tout le monde, pour que vous puissiez ressentir un peu ce qui peut se passer, mais dire que ouais, on peut en avoir peur, mais c'est essentiel. Et pour vous rassurer, tous ceux qui ont fait un bilan avec moi, on est là pour vous chouchouter, vous, on vous accompagne, vous. On n'est pas du tout là pour vous juger, pour vous brusquer, pour vous... Voilà, on est vraiment là pour prendre le temps pour vous écouter, pour voir ce qui se passe, pour vous aider, pour pouvoir aider le chat ensuite et voir comment s'adapter au mieux à votre situation et à vous. Donc c'est vraiment que du cocooning quand on est ensemble en consultation et beaucoup d'explications, beaucoup de respect, de bienveillance, d'empathie vis-à-vis de vous et de votre situation. On n'est vraiment pas là pour vous juger ou vous faire du mal. C'est vraiment nécessaire de vous accompagner sur ce plan-là. Ok. Alors, je vois pas trop d'autres comportements arrivés. Ah si, il y a un commentaire. Problème de rein,
retrouver grâce à toi. Oui. Alors, un problème de comportement, rappelez-vous, peut toujours avoir une cause médicale. Donc le premier réflexe, c'est d'aller voir votre vétérinaire. Et vous allez appeler votre comportementaliste uniquement après avoir vu le veto. Mais il arrive que vous ne le fassiez pas et que vous nous appeliez nous d'abord. Et nous, on vous le dit toujours. La première chose, on a besoin d'évaluer la santé générale du chat et on vous dit allez chez le vétérinaire avant. Mais encore une fois, on ne peut pas vous forcer à le faire. Donc souvent, vous ne le faites pas. Et c'est quand on est en consultation avec vous, si vous n'avez pas vu le veto, que nous, on va, à travers les questions qu'on va vous poser et à travers éventuellement le comportement du chat autour de nous, on va se rendre compte que, ah, mais en fait, il y a tel et tel comportement qui nous indique que vraiment la cause, elle est médicale. Donc, il faut vraiment y aller. Un changement de comportement peut toujours avoir pour origine simplement un problème médical. Donc, le fait d'y aller en premier, ça vous permet d'éviter la consultation si c'est juste médical, ou si c'est médical mais que c'est lié à du stress ou qu'il va aussi falloir accompagner émotionnellement le chat dans la maladie qu'il a, faire appel à un comportementaliste. Ok. Alors, je ne vois pas d'autres messages arriver, donc je vais m'arrêter là pour ce matin. Si vous pensez que ce live peut être utile à d'autres personnes autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Il restera en rediffusion sur la page. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre pour ceux qui verront en replay. À mettre les questions en dessous, j'y répondrai bien sûr dans la journée avec plaisir. Et je pensais qu'il y avait un mail. Et puis, voilà, posez vos questions, n'hésitez pas, ou partagez vos expériences si vous en avez besoin. Et puis, je vais vous souhaiter une très bonne journée. J'espère que je ne vous ai pas traumatisé trop avec cette histoire de dentiste et que surtout, ça a permis de mettre un petit peu plus de lumière sur ce qui se passe et mieux comprendre ce que c'est qu'un bilan comportemental avec cette comparaison. Et donc, ne pas hésiter si vous en avez besoin. Sachant aussi, j'ai oublié de le dire, qu'un bilan comportemental est nécessaire quand vous avez un problème, mais que de la même façon que vous allez chez le dentiste une fois par an pour vérifier si tout va bien, vous pouvez aussi recourir à un bilan comportemental même quand ça va. Simplement pour vous assurer que tout va bien, pour être rassuré ou pour avoir des conseils supplémentaires pour comment est-ce que ça pourrait être encore mieux pour le chat, pour moi, dans tel contexte. Et ça peut être aussi en anticipation. Je sais qu'on va vivre une situation stressante parce qu'on va déménager ou parce qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver ou une personne qui va partir. Comment est-ce qu'on peut faire? Voilà, les professionnels, les bilans sont là. Pour ça, on a d'abord besoin de faire ce bilan et en fonction de ça, voir qu'il y a un problème ou pas. C'est obligatoire de passer d'abord par un bilan comportemental et une évaluation globale. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle journée. Merci à ceux qui étaient en direct et merci pour vos questions. Et merci à ceux qui le verront après en replay. Très belle journée et à bientôt sur la page Voyeur. Bye bye.